Antoine Matte, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'Institut de recherche économique et sociale et vous venez nous parler aujourd'hui des dépenses de santé en Europe. Comment ont-elles évolué? Alors contrairement aux idées reçues, vous vous dites que ce n'est pas après 2008 qu'elles ont baissé, c'est un peu plus tard. Effectivement, les dépenses de santé, leur taux de croissance en termes réels était de 4 à 5% dans les pays développés avant la crise, entre 2000 et 2007. Et elles ont chuté à peu près 1% à partir des années 2010. Et donc, souvent, on entend dire, ben voilà, c'est la faute de la crise, c'est la faute de la grande récession de 2008-2009. Pas du tout. En fait, durant la grande récession, les dépenses de santé n'ont pas diminué. Elles ont même eu tendance à un petit peu accélérer. Et c'est assez logique quand on connaît les déterminants économiques des dépenses de santé. Du côté de l'offre, la crise n'a pas supprimé les professionnels de santé. Et du côté de la demande, la crise, si je puis dire, n'a pas supprimé les maladies chroniques ou les diabètes ou les cancers. Et donc, les dépenses de santé ont pu jouer leur rôle de soutien à l'économie, leur rôle contracyclique. C'est donc plus tard qu'elles ont baissé. Effectivement, la rupture va intervenir en fait du fait des décisions politiques prises à partir de 2010, 2011, 2012, quand la plupart des pays européens vont faire un revirement de politique économique, passer de relance timide à des politiques de restriction ou de consolidation budgétaire. On pense aux pays périphériques de la zone euro, là. Oui, effectivement, ce sont surtout les pays périphériques de la zone euro soumis aux bailleurs internationaux, Grèce, Portugal, Irlande, mais également les pays d'Europe centrale et orientale soumis au mémoranda du Fonds monétaire international qui vont prendre les mesures les plus drastiques. Mais finalement, la rupture va avoir lieu y compris dans les pays pour lesquels la croissance des dépenses va rester positive, mais va néanmoins connaître une très très forte rupture. Alors parlez-nous un peu de l'exemple français. Oui, alors la France, cette rupture, elle y est moins visible qu'ailleurs. Pour quelle raison? Alors, elle y est moins visible qu'ailleurs parce que la France a finalement connu un tour de vis supplémentaire à partir de 2010-2011, mais ce tour de vis est intervenu, il a été moins vu parce qu'il est intervenu dans un pays pour lequel on avait déjà pratiqué l'austérité d'une certaine manière, puisque depuis le début des années 2000, les dépenses avaient été fortement réduites. La France est le seul pays de l'Union européenne, avec le Portugal et l'Allemagne, qui avait déjà fortement comprimé ses dépenses entre 2000 et 2007. Elle s'était ramenée à un taux de croissance par tête en termes réels de 1,7% contre 3,8% dans les années 90, alors que c'était le contraire dans les autres pays de l'Union européenne, si bien que quand la crise est arrivée, non seulement, comme je le disais tout à l'heure, les dépenses de santé n'ont pas diminué, elles sont même reparties à la hausse à 2% par an entre 2007 et 2009. Et après, effectivement, les mesures de restriction budgétaire ont ramené la croissance de ces dépenses de santé à moins de 1% depuis 2009. Mais comme on a créé un tour de vis sur un rythme qui était déjà très, très faible, je dirais, c'est assez visible, ce qui aboutit également à des discours sur une forme de déni de restrictions budgétaires en matière de politique de santé. Alors, dernière question, Antoine Matte, rapidement, si possible, quels sont les leviers plus précisément utilisés par les pays pour baisser leurs dépenses de santé? Alors, schématiquement, on peut distinguer deux moyens. Le premier moyen, un petit peu exceptionnel, il a consisté à ajuster les revenus du travail des professionnels du secteur de la santé, revenus qui constituent 80% des dépenses de santé. Et les mesures ont consisté à baisser les rémunérations, diminuer les emplois, dégrader les conditions de travail, fermer des établissements. Et ce premier moyen, qui avait été complété également par des mesures sur le médicament, il va surtout toucher les pays périphériques de l'Union européenne soumis à des purges budgétaires. Et puis le deuxième grand moyen, qui est propre à tous les pays, il a consisté à mettre en œuvre, ou plutôt à accélérer, des réformes dites structurelles, des réformes qui font davantage de place à la privatisation, la concurrence, la marchandisation dans le domaine du soin. Et on peut distinguer trois catégories de réformes. La première forme de privatisation, ça a consisté à diminuer la prise en charge collective du financement du soin, l'assurance maladie en France, pour transférer une part plus importante de ce financement aux ménages, soit directement, soit à travers l'achat de complémentaires santé privés. La deuxième forme a consisté à privatiser au sens strict, c'est-à-dire à transférer une partie de la délivrance du soin du secteur public vers le secteur privé. Juste à titre d'illustration, le nombre de lits à l'hôpital public a diminué dans la plupart des pays européens entre 2006 et 2014, alors que le nombre de lits à l'hôpital privé, dans le privé lucratif, a augmenté
augmenté. augmenté. Et la France ne fait pas exception. Entre 2006 et 2014, le nombre de lits à l'hôpital public a diminué de 12,9% en France, alors que dans le même temps, le nombre de lits à l'hôpital privé lucratif a augmenté de près de 3%. Et puis, la troisième forme de privatisation, c'est cette fois-ci, ce n'est pas une privatisation on reste dans le secteur public, mais c'est l'introduction dans le secteur public de logiques marchandes par importation de nouvelles méthodes de management ou de financement importées du privé. Et en France, c'est juste une illustration, c'est le cas à partir du milieu des années 2000, avec l'introduction de la tarification à l'activité, dont on entend beaucoup parler, Oui, notamment du côté des professionnels de santé. Eh bien, un grand merci Antoine Matte pour cet éclairage sur les dépenses de santé en Europe. Merci à vous. Je vous remercie.